s'organisent, mais on se rend compte que effectivement, pour regrouper les 6 000 ou 4 000, 5 000 euros pose problème. Donc effectivement, il faudrait plus d'organisation avec des fonds de solidarité, l'appui de l'État aux besoins pour accompagner les familles. RFM, la radio de toute l'actualité. 12h05. Empiètement de la voie publique sur la Corniche. La DESCOS et l'AGEROUTE ont procédé ce matin à la démolition du mur érigé sur l'emprise du stade Hassan Diouf. Selon le directeur régional de l'AGEROUTE de Dakar, tous les autres promoteurs ont été sommés de libérer la voie publique. Écoutons Babacar Senghor au micro de Papa Balagueye. Depuis quelque temps, on avait constaté des travaux qui s'étaient en train de se dérouler, c'est-à-dire l'érection d'un mur de clôture dans les emprises de la Corniche. Et en rapport avec la DESCOS, des sommations ont été faites à l'entreprise en question qui gère les travaux pour procéder à la démolition de ce mur-là qui empiétait carrément dans l'emprise de cette route-là. Et ça fait maintenant un mois qu'il y a eu des correspondances qui ont été adressées dans ce sens-là et malheureusement qui n'ont pas été suivies des faits. Et aujourd'hui, la GEROUTE, en rapport avec la DESCOS, a pris ses responsabilités de mobiliser les moyens qu'il faut pour procéder à la démolition de ce mur-là. Parce que c'est des phénomènes qu'on note de plus en plus dans certaines zones et qui impactent sur la fluidité qu'on veut et peut-être les questions de sécurité routière que nous souhaitons mettre en place. Et donc de ce fait, c'est pour nous un message qu'on lance à tous les promoteurs, à tous les gens qui empiètent sur les emprises des routes et même au-delà sur tout ce qui est équipement, quand même qu'ils puissent respecter les limites convenues et que les emprises des routes puissent être vraiment libérées de toute occupation. Aujourd'hui, on a pris sur nous de mobiliser les moyens pour démolir, mais ce qui va suivre pour les autres cas à venir, c'est que, en tout cas, des amendes, le coût nécessaire à ces opérations-là seront forcément réaffectés aux promoteurs qui en est l'origine. Et nous reparlons de cette découverte de restes de 2 chevaux cette semaine sur le site du Technopole. La viande a-t-elle été frauduleusement introduite sur le marché? Beaucoup de consommateurs s'en inquiètent, de même que les professionnels du secteur qui appellent les autorités à la plus grande vigilance. Notre correspondant dans la banlieue Ndongoka les a rencontrés au marché Chavanel de Pikine. Voici son reportage. Ce matin, Ibrahima est très sollicité par la clientèle. Le charcutier établi au marché Chavanel de Pikine, derrière sa table, s'affaire autour de la viande. Mais Ibrahima a eu vent de l'introduction de la viande de cheval dans le marché. Mamadou Sek, lui, n'en revient pas, choqué et indigné. Il appelle à la vigilance des consommateurs. Ça me fait vraiment mal. Mais j'en fais mal, ceux qui font ça, vraiment ne sont pas sérieux. C'est des malhonnêtes, des gars qui ne sont pas sérieux. C'est-à-dire on ne peut pas contrôler tous les gens. Moi qui parle, je mange rarement ces viandes-là. Je mange rarement ces viandes-là. Vous n'avez pas confiance? Oui, je n'ai pas confiance. Mais j'en mange souvent, mais pas n'importe quel genre de viande. Donc les consommateurs doivent faire beaucoup d'attention pour les vendeurs de viande. Parce que les bols, les gens qui vendent des bols et consorts là, parce qu'il y a beaucoup de viande mal propre. Pour Mamadou Moustapha Thiam, la commercialisation de la viande impropre à la consommation est fréquente dans le marché. Mais il estime que les autorités doivent vite agir. Aussi bien les autorités que nous autres, populations, sommes interpellés. Ce n'est pas la première fois. Moi, je me souviens, il y a de cela quelques années, on a pris, je crois que c'était même une dame ou quelque chose comme ça, en train de vendre. Tout ce qu'elle vendait, c'était de la viande impropre à la consommation. L'État doit renforcer le contrôle. Pour la plupart des consommateurs rencontrés, les autorités doivent être plus regardants sur ce qui se passe de l'autre côté du Technopole, Ndongoka Pikine, RFM. Justement, les autorités administratives du département de Pikine ont pris des dispositions pour éviter la commercialisation de cette viande de cheval. D'après le préfet de Pikine, il n'y a pas encore de viande de cheval découverte sur le marché. Moustapha Ndiaye est interrogé par El Haj Ndiogoudienne. Le sous-préfet du ressort est allé vérifier de visu et il s'est rendu compte qu'effectivement il y a des restes d'abattage de cheval aux alentours du Technopole. Aussitôt après, on a alerté les services de l'élevage accompagnés par les services de l'hygiène de Pikine, pour un peu harmoniser sur les dispositions pratiques à prendre pour éviter la consommation d'une telle viande par les populations. Ils ont commencé, les services techniques, à faire le tour des marchés, à faire des tournées de prospection pour vérifier les origines des viandes proposées à la commercialisation. Les services centraux du ministère de l'élevage aussi ont envoyé une mission ici à Pikine
qui a prodigué des recommandations et des conseils et a promis d'appuyer et ont commencé à appuyer vraiment les services de Pékin dans cette traque de cette viande-là que l'on ne peut pas commercialiser au niveau du département de Pékin. Donc toutes les dispositions sont prises, même la police est mise là-dessus pour un peu traquer la commercialisation de cette viande. Il n'y a pas encore de viande saisie, mais les tournées et les contrôles sont intensifiés dans tous les marchés, principalement là où il y a des propositions de vente de viande. Et les services ne manqueront pas, en cas de saisie, de nous signaler. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. RFM Midi. 12h11, très attendue, la réunion du conseil d'administration de l'IPRES prévue cet après-midi dans les locaux de l'institution. Cette réunion se tient au moment où les syndicalistes contestent la nomination d'Amadou Lamine Dieng comme directeur général. Ils invoquent une violation des textes qui régissent l'institution de prévoyance retraite du Sénégal. Naturellement, nous reviendrons sur cette information lors de nos prochaines éditions. Au chapitre politique, la réunion cet après-midi également du secrétariat exécutif national du Parti socialiste, réunion qui sera élargie aux élus locaux, députés, membres du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental. Selon la convocation, l'ordre du jour portera sur la vie du parti, la vie politique nationale et les perspectives. C'est Aminata Mbengue Ndiaye, le premier secrétaire général adjoint du PS, qui présidera ce secrétariat national élargi. Les appels... Voilà, c'est Aminata Mbengue Ndiaye donc qui présidera cette réunion. Les appels à manifester devant l'Assemblée nationale vendredi prochain, ils n'engagent pas PASTEF. La précision est de l'administrateur du parti de Ousmane Sonko. Birame Souleye Diop, qui était l'invité de RFM Matin, informe par ailleurs qu'ils ont saisi le doyen des juges d'instruction pour qu'il diligente la plainte d'Ousmane Sonko dans l'affaire des 94 milliards de francs CFA. Birame Souleye Diop au micro de Babacar Fall et Georges Déthié Diop. Les avocats sont retournés vers le juge parce que tout ceci a été fait depuis le 23 août. Ça fait aujourd'hui 21 jours qu'il n'y a pas eu déjà de dépôt de la caution donc pour lier le contentieux sur cette affaire-là. Alors que c'est lui qui doit nous aider en fait à fixer le montant à payer pour les frais. Ce n'est pas fait, mais nous on est pressés. On est pressés d'éclaircir cette situation-là définitivement pour qu'on sache où se trouve la vérité. Alors c'est pour ça que les avocats sont intervenus hier. Bon, le juge d'instruction n'intervient pas. J'espère que, comme nous l'espérons tous, qu'il va le faire très bientôt parce que ça fait 2 ans que nous courons derrière tout le monde pour que la justice se prononce définitivement sur cette affaire-là. Ce qui s'est passé hier est historique parce qu'il n'y a pas de texte en la matière qui leur donne possibilité d'interdire de se prononcer. Parce que c'est les avocats constitués d'une personne qui est devant le juge. Ils peuvent donner des informations sur l'état d'avancement de la procédure. On leur a demandé de surseoir à cela. Ils ont pensé insister, mais finalement, ils ont cru bon. Nous partageons en fait cela avec eux aussi, de devoir surseoir. Mais ils vont reprendre la même procédure dans les jours à venir. Est-ce que les appels à manifester vendredi devant l'Assemblée nationale engagent PASTEF? Je donne tout de suite, PASTEF assume l'intégralité de ses positions et de ses propos. Mais PASTEF n'a pas appelé à manifester. Ça, c'est au moins sûr. Je précise que quand cette proposition-là a été faite pour dire qu'il faut que les gens se retrouvent devant l'Assemblée nationale, la réponse de ce moment c'était je ne demande à personne d'y aller, il ne faut pas y aller. Donc, PASTEF n'a pas appelé à manifester. Maintenant, les citoyens sont libres de s'exprimer, chacun d'écrire. Ce que les gens écrivent sur leur page Facebook ou ce qu'ils écrivent dans leur correspondance les engage personnellement. Pour rappel, l'Assemblée nationale sera en plénière vendredi. À l'ordre du jour, l'audition du rapport de la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire des 94 milliards de francs CFA du titre foncier 1451R et l'examen de la proposition de loi portant modification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. La journée internationale de la Poste est célébrée ce 9 novembre. Le thème de cette année est « Livrer du bien au monde entier ». Au Sénégal, les festivités marquant cette journée ont débuté hier avec des journées portes ouvertes à la direction générale de la Poste et un don de sang. Pour la journée d'aujourd'hui, outre la cérémonie officielle, un forum avec les clients grands comptes et des animations au niveau du bureau de poste sont prévues.
Dans un message paru dans la presse, le directeur général de la Poste, Abdoulaye Bibi Baldé, annonce qu'il va continuer le redressement de la Poste courant 2020 autour de valeurs d'une gestion structurée pour une meilleure maîtrise des charges. Ce 9 octobre également, journée internationale du handicap, différent pratiquement de la journée internationale des personnes handicapées, célébrée le 3 décembre dans le monde entier. Même si les buts sont les mêmes, les initiateurs ne le sont pas. Mais en dépit de tout, la Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées se réjouit de cette sensibilité en leur faveur et profite de l'occasion pour se faire entendre et poser le débat sur la carte d'égalité des chances qui tarde à être efficiente. Nafissatou Silla. 9 octobre et 3 décembre, entre autres dates pour célébrer le handicap dans le monde. Des dates qui ont un même but, mais différents initiateurs. Un doublon qui ne déplaît point à Yatma Fall, président de la Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées. Nous, au Sénégal, on célèbre la journée du 3 décembre, qui est la journée officiellement déclarée par les Nations Unies. La journée du 9 octobre est célébrée, mais pas dans tous les pays du monde. Elle est célébrée seulement dans certains pays du monde. Mais il y a la célébration de la journée mondiale du fauteuil roulant, par exemple. La journée de la vue que nous allons célébrer demain à Oussouye. Il y a la journée de la canne blanche. Il y a d'autres journées qui sont liées au handicap, qui sont nombreuses. On doit aussi constamment s'arrêter sur ces difficultés-là et arriver à leur trouver des solutions et à mettre ce qu'on appelle comme stratégie l'inclusion. Le 9 octobre n'a pas certes une envergure universelle, mais peut être l'occasion pour les personnes vivant avec un handicap de réfléchir encore sur leur situation. Et justement, au Sénégal, on parle toujours de la loi d'orientation sociale. Des efforts ont été consentis, mais en ce qui concerne la carte d'égalité des chances, on ne note pas encore une efficience. Nous en sommes aujourd'hui à 50 006 cartes d'égalité des chances qui sont effectivement produites et distribuées. Les personnes handicapées sont estimées, hypothèse basse, c'est-à-dire 5,9% de la population par l'ANSD, donc qui tournerait autour de 1 million et quelques personnes. Or, pour tout ce grand groupe, on n'a produit que, pour l'instant, 50 006 cartes. Cela veut dire qu'il nous faudra encore beaucoup de temps pour atteindre tout le groupe. Or, la loi dispose que chaque personne handicapée a droit à cette carte. Donc, il y a lieu de revoir le système. La population mondiale est composée de 15% de personnes handicapées, un nombre important qui mérite une attention particulière et surtout un égard pour l'égalité des chances et l'accès à tout. Nafissatou Silla, un mot sur la problématique de la non-inscription des enfants à l'état civil. Le président du tribunal d'instance de Tambacounda mène des audiences foraines à Sarengaïba, dans la commune de Sinthiou Malem. 120 citoyens ont reçu leur extrait de naissance. Moussa Omar Gueye. Dans la région de Tambacounda, des milliers d'élèves ne sont pas encore déclarés dans les registres de l'état civil. Une situation que déplore le président du tribunal d'instance de Tambacounda, Mbaké Kane. On constate ici que les parents n'ont pas cette bonne habitude de déclarer leurs enfants à leur naissance. Je crois que la meilleure solution, c'est de venir vers ces populations-là. Des localités qui sont très éloignées les unes des autres. Donc, si on demande aux populations de se déplacer, ça pose problème. Des enfants qui se sont arrêtés au CM2, faute de papier. Sacrifier mon repos du week-end pour venir ici, pour les aider. Abdou Karim Sané, le directeur du centre d'énergie solaire, Cercle des Amis de Tambacounda en Allemagne, n'est pas resté insensible face à cette situation. Il a contribué à l'enrôlement de 120 personnes qui viennent de recevoir leur extrait de naissance. Le chef de village de Sarengaïba à Maël Dibi, dans la commune de Sinthiou Malem, sollicite vivement auprès de l'autorité académique l'ouverture d'une école à Sarengaïba, un village situé à 10 km de la commune de Tamba. Moussa Omar Gueye, Tambacounda, Radio Futur Média. RFM. L'actualité internationale. Bonjour Binta Diallo. Bonjour Souleymane. Au Bénin, entre dialogue et contre-dialogue. C'est parce que le président Patrice Talon n'a convié à son dialogue politique que 9 partis politiques. L'opposition béninoise a également décidé d'organiser un contre-dialogue demain jeudi. L'opposition regroupée au sein de l'ensemble baptisé Force de résistance s'est rencontrée hier au domicile de l'ancien président du Bénin, Nicéphore Soglo Daouda Diouf. Cette rencontre initiée par le président de la République Patrice Talon ne verra pas la participation de l'opposition significative béninoise. Regroupée au sein de l'ensemble baptisé Force de résistance, les tenants de l'opposition se regroupent à huis clos.
Il compte organiser à Cotonou des assises pour faire le bilan du chef de l'État. Ces rencontres de 3 jours devront être dirigées par Nissoufo Soglo, ancien président de la République, et seront une occasion d'indiquer au gouvernement béninois la voie à suivre pour une sortie définitive de crise. Les opposants béninois pensent que le chef de l'État, Patrice Talon, devrait prendre exemple sur le processus de réconciliation entamé par son homologue sénégalais Macky Sall. Il faut souligner que Boni Yaya, ancien président, est associé à l'organisation de ces rencontres de l'opposition. Au Bénin, les pourparlers initiés par l'actuel président Patrice Talon, auxquels ne prendront pas part ces formations politiques, se feront avec les partis de la mouvance présidentielle et une formation politique de l'opposition dite opposition significative. Oui, Souleymane. En Côte d'Ivoire, le vice-président du PDCI, condamné et transféré à Abidjan. Il s'appelle Jacques Mangoua. Il a été arrêté, condamné plutôt à 5 ans de prison ferme, 5 ans de privation de droits civiques et 5 millions de francs CFA d'amende. Le vice-président du PDCI, reconnu coupable de détention illégale de munitions, des armes de guerre et des fusils de chasse, ont été découverts dans sa villa à Bouaké. Le procureur d'Abidjan a demandé son transfèrement dans la capitale. Les avocats du vice-président du PDCI tiennent une conférence de presse tout à l'heure. En Tunisie, l'un des candidats au second tour réclame le report du scrutin. C'est Nabil Karoui, emprisonné depuis le 23 août dernier, à 4 jours du second tour de la présidentielle. Toutes ces demandes de libération ont été rejetées par la justice tunisienne. Son adversaire Saïed, en tête avec 18%, a déclaré également être très mal à l'aise face à ce déséquilibre. Il y a 2 jours d'ailleurs, il a même annoncé arrêter sa campagne électorale afin d'être à égalité avec son adversaire. Le second tour du scrutin présidentiel est prévu dimanche et le tribunal administratif n'a pas réagi à la demande de report du second tour introduite par Nabil Karoui. Et au Burundi, Souleymane, pour terminer, le procès de l'assassinat de l'ancien président Hutu Melchior Ndadaye s'est ouvert hier. Parmi les accusés, il y a 4 hauts gradés de l'ancienne armée dominée par la minorité Tutsi. Le premier président démocratiquement élu du Burundi a été tué le 21 octobre 1993. Merci Binta Diallo. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devrez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue aujourd'hui, nous faisons le point et certainement l'évaluation du plan Orsec déclenché au lendemain des pluies torrentielles qui avaient provoqué des inondations dans de nombreux quartiers dans la région de Dakar. Pour en parler, nous serons avec Abdou Samad Diouf, coordonnateur du mouvement Zéro Inondation et membre de la plateforme nationale de réduction des risques et catastrophes, ainsi qu'avec le lieutenant-colonel Ange-Michel Diatta, coordonnateur du groupe opérationnel de secours et de sauvetage du plan Orsec. RFM Sport. Bonjour et bienvenue à vous, cher Tidiane Diagne. Merci à vous, Souleymane. D'abord, le différent Zamalek Génération Foot, la CAF a statué. Oui, hier, le club de Denis Biramdao attend de consulter ce matin ses avocats pour donner sa position officielle. Hier, vous l'avez dit, la Confédération africaine de football a décidé de rejouer le match à la date du 24 octobre prochain au Caire pour la manche retour des 16e de finale, retour de la Ligue des Champions. Nous allons écouter les précisions de Talefal. Il est le chargé de communication de Génération Foot. On a bien reçu la notification de la CAF. Nous demandons de vouloir rejouer le match le 24 octobre au Caire. Et donc nous, on a pris connaissance de la correspondance. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se concerter, on va se réunir avec nos conseillers juridiques, les membres du bureau de Génération Foot, pour pouvoir prendre une décision. Donc, ceci étant, on a bien pris connaissance de la correspondance et on va se décider, on va donner notre avis là-dessus et on va faire une sortie officielle concernant cette décision qui vient d'être rendue par la CAF. Pour le moment, donc, on attendait tous ça et là, on va apprécier avec nos conseillers, comme je vous l'ai dit, avec nos 2 avocats, Maître Ndiaga Dabo et Maître Moussa Sarr, en plus des membres du bureau de Génération.
Football toujours, tournoi UFOA, le Sénégal joue ce soir une place pour la finale. Le Sénégal qui va croiser à partir de 20h le Mali pour une place en finale. Hier, lors de la première demi-finale, le Ghana s'est défait de la Côte d'Ivoire 3-1. À l'issue de la rencontre, les deux entraîneurs se sont prononcés au micro de Cheikh Anta Diop. Nous allons écouter dans un premier temps Konadou Maxwell, c'est l'entraîneur de l'équipe du Ghana. Voilà, donc c'est vrai que notre équipe monte en puissance. Il nous fallait des buts et aujourd'hui on a misé sur les passes longues, ce qui nous a permis d'en mettre 3. Donc oui, effectivement, l'équipe monte en puissance et progresse. Effectivement, ça fait 6 ans que je suis à la tête de l'équipe et en 2017 nous avons gagné la coupe. Oui, c'est une équipe qui progresse. L'instant donc, l'entraîneur de l'équipe vainqueur, le Ghana, donc qualifié pour la finale de cette compétition. Notez que le match de ce soir entre le Sénégal et le Mali, vous pourrez le suivre en direct sur les ondes de la radio Futur Média. Alors Suleiman, nous allons parler de l'équipe du Sénégal, de l'équipe senior qui est actuellement à Singapour pour y jouer demain un match amical international. Son homologue du Brésil, c'est prévu à partir de midi. Un match que vous pourrez suivre en direct sur les ondes de la radio Futur Média. Cet après-midi, les deux formations vont effectuer leur dernière séance d'entraînement avant la séance d'explication prévue demain, donc à partir de midi, un match que vous pourrez suivre en direct sur les ondes de la radio Futur Média. Des nouvelles de l'équipe nationale justement qui croise le Brésil? Non, oui, justement Suleiman, nous allons parler cette fois-ci des Jeux mondiaux de la plage, donc c'est bien ça, donc veuillez m'excuser. Alors nous parlons des Jeux mondiaux de la plage au Qatar. L'équipe nationale de beach soccer a rallié le site de la compétition hier. Al-Seini Ndiaye, portier et capitaine de l'équipe, nous parle de l'ambition du Sénégal, des propos recueillis par Sodetiam. Alhamdulillah, nous sommes bien arrivés, le voyage était long. Donc maintenant, on va se concentrer davantage parce que le vendredi, on a un match très important contre le Paraguay. Donc on partage la poule avec le Paraguay, l'Ukraine et l'Iran. Donc une seule équipe va se qualifier, donc toutes les matchs seront des finales. Donc ça veut dire qu'une défaite est interdite dans cette poule. Donc notre objectif ne changera pas, c'est de remporter une médaille pour le Sénégal, Inch'Allah. Des propos recueillis par Sodetiam. Les Jeux mondiaux, c'est du 11 au 16 octobre. À l'issue, le Sénégal va participer au mondial de beach soccer FIFA prévu en fin novembre. C'est l'essentiel donc des actualités sportives de ce midi, Suleiman. Merci beaucoup, cher Tidiane Diagne. RFM, reportage. À J-8 maintenant du Grand Magal de Touba. Le Khassida est l'une des activités les plus prisées par les fervents. La lecture des Khassaïdes, plus précisément, en cette période du 18 Safar. Les vendeurs de Khassaïd interpellés soulignent que le Khassida rime bien avec le Grand Magal de Touba. Tous les prix sont disponibles sur le marché. Ces vendeurs soulignent par ailleurs que ces Khassaïd témoignent l'amour de Serigne Touba envers le prophète. Paix et salut sur lui. Adi Maguette Ndiaye. Un recueil de Khassaïd à la main, Mourtada Khan nous fait savoir qu'il est indispensable d'invoquer les paroles du fondateur du mouridisme, surtout en cette période de Safar. On a cette habitude depuis tout petit. À chaque période de Safar, on fait des récitals du Saint-Coran, mes amis et moi, jusqu'au jour du Magal. Les recueils de Khassaïd sont très prisés par les fidèles mourides. Dans cette boutique, différentes catégories y sont exposées et les prix varient selon la bourse du client. En croire ce vendeur de recueils de Khassaïd sous le couvert de l'anonymat. Quand on parle de Magal, on parle de Khassaïd car le Magal est instauré par Serigne Touba Khadimou Rassoul. C'est un jour où on remercie le bon Dieu. Je vends toute catégorie de livres de Khassaïd et les prix sont différents. La lecture de Khassaïd nécessite certaines conditions. Il faut faire des ablutions avant de prendre le livre de Khassaïd. Bref, il faut nécessairement certaines conditions. À une semaine du Grand Magal, les vendeurs de recueils de Khassaïd se disent faire de bonnes affaires. Ils espèrent même que les affaires vont aller crescendo. RFM, la presse du jour.
Présent dans plus de 150 pays, RIA est un leader mondial dans le transfert d'argent. Avec RIA, envoyer et recevoir de l'argent devient plus simple encore grâce à une large présence à travers le monde. Faites vos envois à des tarifs compétitifs au Sénégal, en Afrique et vers l'international chez l'ensemble des agences de nos banques partenaires. RIA, votre meilleur choix pour le transfert d'argent. RIA vous offre votre revue de presse. La presse de ce mercredi 9-10-2019 est lue et commentée par Georges Détié-Diop. Un prêcheur de Boko Haram en garde à vue à la division des investigations criminelles. Une révélation de Libération. Son nom, Mohamed Adamou. Selon des sources du journal, il faisait des prêches pour les combattants du mouvement terroriste au Nigeria, puis en Mauritanie avant de venir au Sénégal où il a séjourné à Kaolack et ensuite Tambacounda. Les services sénégalais qui le suivaient de près l'ont interpellé après avoir cerné tous ses contacts. Libération rapporte que Mohamed Adamou a reconnu d'ailleurs avoir fréquenté le combattant sénégalais Moussa Mbaye ainsi que Maktar Diokhane, condamné à 20 ans de travaux forcés pour ses relations avec Aboubakar Shekau, chef du mouvement terroriste Boko Haram. Affaire donc à suivre. Et l'affaire Petrotim BBC Aliou Sall. Elle fâche toujours Macky Sall, du moins si l'on se fie à l'Observateur. Mon confrère rapporte que le chef de l'État a laissé exploser sa colère face au patron de British Petroleum, Bob Dudley, à New York et face au premier ministre britannique Boris Johnson à Biarritz. Macky Sall a toujours en travers de la gorge le documentaire de la chaîne britannique BBC Sénégal, scandale à 10 millions de dollars. L'Observateur traite aussi de l'affaire de la corruption à l'I2AF, la Fédération internationale d'athlétisme. Une affaire dans laquelle Lamine Diack est mise en cause. Le journal du groupe Futur Média fait état de regrets de Lamine Diack qui a déclaré qu'il aurait dû plus surveiller son fils. Les mêmes propos font l'objet de la une du quotidien Les Échos. C'est après qu'il a été mis devant certains agissements de Pape Massata Diack. C'était en juin dernier lorsqu'il était entendu par le juge d'instruction parisien Renaud Van Ruymbeck. Lamine Diack lui aurait confié qu'en lisant le dossier, il découvre certaines choses, il tombe des nues. Il souligne aussi que Papa Massata faisait du lobbying comme Sébastien Coll. La justice toujours, mais cette fois-ci au Sénégal avec l'annulation de la conférence de presse des avocats de Ousmane Sonko hier. Le sujet est mis en exergue par Tribune et Les Échos. La rencontre avec les journalistes a été annulée par le bâtonnier, Maître Pape Leyti Ndiaye, qui avait annoncé la couleur dans un avis signé le 24 septembre dernier et envoyé aux avocats membres de l'ordre. C'était au lendemain de la conférence de presse de Maître El Hadj Diouf sur l'affaire des 94 milliards de francs CFA. Le bâtonnier voulait ainsi mettre fin à certaines pratiques des membres du barreau. Du coup, avec cette interdiction, Tribune titre « Le bâtonnier muselle les avocats de Sonko ». Pour Les Échos, le bâtonnier freine les avocats de Sonko. Mais l'un d'entre eux, Maître Ousseynou Fall, confie que personne ne va affaiblir cette défense. Intéressons-nous à présent à l'I-Presse. Le quotidien fait état de l'annulation de la nomination de Amadou Lamine Dieng. Quant au journal LAS, il fait savoir que la procédure de recrutement du nouveau directeur général sera lancée aujourd'hui. Les deux journaux informent que le conseil d'administration se réunit ce mercredi. Le quotidien a déduit que le conseil d'administration reprend le pouvoir. Pour LAS, le conseil d'administration reprend la main. LAS rapporte à ce propos la position du chef de l'État. Pour Macky Sall, il n'est pas question de revenir sur l'autonomie de gestion de l'I-Presse. À la une de Source A, rapprochement Macky Sall, Abdoulaye Wade, c'est chef d'État facilitateur. Le journal cite entre autres Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, Ibrahim Boubacar Keïta du Mali, le Congolais Denis Sassou Nguesso. Chacun, en ce qui le concerne, a joué sa partition depuis près de 3 ans. L'incident de l'avion de Ethiopian Airlines hier à l'AIBD, un crash évité de justesse. 90 passagers échappent à la mort. Selon Vox Populi, c'est le moteur droit du Boeing 767-300 qui a pris feu au décollage et l'avion a atterri en catastrophe. Dans l'Observateur, un passager du vol raconte l'incident. Comment ils ont frôlé le pire. Pape Morphal s'offusque qu'il n'y ait aucune explication de l'autorité et annonce une plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui. Et on termine par les sports avec le match Brésil-Sénégal demain jeudi. Kalidou Koulibaly confie au journal Record qu'il y aura 2 beaux duels. Et qu'est-ce que Neymar a dit sur ce match? La réponse de Idrissa Gana Gueye à la page 6 du quotidien Record. À vos kiosques et bonne lecture. RIA, votre meilleur choix pour le transfert d'argent. RIA vous a offert votre revue de presse. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous?
À 12h34, bienvenue dans Point de vue. Nous parlons aujourd'hui du plan Orsec, déclenché il y a quelques semaines au lendemain de pluies qui ont causé des inondations dans de nombreuses zones de la région de Dakar. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec M. Abdou Samad Diouf, coordonnateur du mouvement Zéro Inondation et membre de la plateforme nationale de réduction des risques et catastrophes. M. Diouf, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Ça va bien, monsieur. Nous sommes également en ligne, oui, monsieur Nyon. Nous sommes également en ligne avec le lieutenant-colonel Ange-Michel Diatta, coordonnateur du groupe opérationnel de secours et de sauvetage du plan Orsec. Bonjour, mon colonel. Bonjour. Alors, je commence avec vous et avec une question d'actualité. Il a plu ce matin à Dakar. Est-ce que cette pluie, quoique n'ayant pas l'ampleur d'une pluie torrentielle ou d'un orage, a eu un impact sur le dispositif que vous avez mis en place sur l'étendue de la région de Dakar? Merci beaucoup donc, pour donner tout go à la réponse de la question. Il est évident que je n'ai pas encore le nombre de millimètres qui s'est abattu sur Dakar. Mais mes unités sont en train de faire le tour quand même des différents sites, notamment endémiques. Et vous savez que présentement, on a mis un grand focus sur les écoles. Écoles qu'on avait quasiment libérées hier. Donc, sur vos antennes, je revenais un peu qu'au départ, avant l'ouverture des classes, il y avait un CRD qui avait été tenu au niveau de la gouvernance de Dakar. Et les IA nous avaient signalé 115 écoles qui étaient inondées. Donc jusqu'à hier, il n'y avait que 10 qui restaient sous les eaux. Et ces écoles-là étaient quand même connues de tous les services car étant implantées dans des bas-fonds. Donc ces sites étaient encore en cours de traitement. Il y avait certaines écoles aussi qui ne disposaient pas de déversoirs. Mais il faut constater qu'aujourd'hui, avec la pluie, c'est sûr que la situation va évoluer fondamentalement. Nos services sont en train de faire les reconnaissances et voilà, on reprendra le même dispositif pour essayer quand même d'ici à ce que les pluies s'estompent, d'essayer de libérer toutes les écoles. Il est évident que pour certaines écoles, celles que j'ai précisées tantôt, il nous faudra des délais. C'est valable aussi pour les quartiers. Vous savez que le problème des inondations va au-delà du pompage. Le pompage des sapeurs-pompiers, il faut juste le rappeler, c'est pour essayer de soulager les populations. Il y a des problèmes de fond plus globaux, notamment le problème de l'assainissement qu'il va falloir poser. Le problème également des canalisations qui sont souvent bouchées. Il y en a pour certains, c'est la nappe qui affleure. Vous allez pomper, il y a même des écoles, vous pompez aujourd'hui et vous libérez l'école, mais 3 jours après, vous revenez parce que la nappe affleure. Donc, il y a ces problèmes-là qui font que, pour l'instant, les résultats ne seront pas vraiment très, très perceptifs. Mais d'autant plus que la météo annonce des pluies, voire des orages jusqu'à la mi-octobre. Est-ce que vous avez pris ça en compte et comment allez-vous faire face? Est-ce qu'il faut refaire le même travail, un travail de Sisyphe, donc chaque fois pomper et devoir revenir pour repomper dès que la nappe phréatique remonte ou dès qu'il y a des nouvelles pluies? Oui, c'est pourquoi je vous dis que le problème des inondations doit être en fait vu sous un angle un peu plus... Allô? Le lieutenant-colonel Ange-Michel Diatta, que nous retrouverons probablement avant la fin de... Ah, très bien. Était sur site. Donc, il est évident que les mêmes causes produisant les mêmes effets, le dispositif est toujours sur place pour quand même essayer au mieux, au maximum, de soulager le plus rapidement possible les populations. Donc, quand il y a de l'eau, on est obligé de refaire le même travail, bien évidemment. Alors, pour vous libérer, avant d'introduire M. Abdou Samad Diouf, quels sont les moyens qui sont mis en œuvre, mis en place globalement, une estimation globale des moyens déployés dans le cadre de Orsec? Oui, dans le cadre d'Orsec, il y a déjà des moyens qui avaient été déployés en amont.
en amont, donc avant même que le plan Orsec ne soit déployé. C'est des motopompes, des électropompes de différentes capacités. Il y a également des tuyaux. Et nous, par rapport à notre organisation perso, bien évidemment, on ne peut pas avoir à chaque flaque d'eau une motopompe. Donc, il y a des équipes qui sont fixes quand même sur des sites dits endémiques. Et comme je l'ai dit tantôt, on ne peut pas avoir des motopompes sur chaque flaque et des kilomètres de tuyaux parce que je vous ai posé tantôt le problème des versoirs. Il y en a également des équipes qui sont mobiles. C'est-à-dire que si pour les écoles, on vient pomper une école, quand on finit de libérer cette école des eaux, on reprend et les personnels et les matériels pour aller s'attaquer à notre école. C'est la même chose également pour les quartiers. Donc, mais malheureusement, comme je dis, tant que la pluie n'est pas estompée, ce sera un recommencement. Mais les services quand même sont sur site et quotidiennement, ces services-là font le travail. Merci, lieutenant-colonel Ange-Michel Diatta, coordonnateur du groupe opérationnel de secours et de sauvetage du plan Orsec. Abdou Samat Diouf, vous êtes le coordonnateur du mouvement Zéro Inondation et vous êtes membre de la plateforme nationale de réduction des risques et catastrophes. Quelle est votre évaluation, vous, du travail qui a été fait jusqu'à présent par le plan Orsec? Merci beaucoup. Je suis très content aussi d'être invité au niveau de la FM. Mais d'abord, je salue mon ami, le colonel Ange-Michel Diatta. Et maintenant, la situation actuelle au niveau de la commune de Diamaguène-Sicamba, mais particulièrement au niveau du département de Pikine, pour moi, personnellement, le plan Orsec n'a pas sa raison d'être, pour dire vrai. Parce que depuis que... Non, pour dire vrai, le plan Orsec n'a pas sa raison d'être. Parce qu'ils ont annoncé le plan Orsec à grande pompe, mais jusqu'à présent, les populations sont toujours dans l'emprise de l'eau. Les familles sont continuées à... Donc ça, c'est des preuves que je dois vous montrer, parce que moi, je suis un acteur depuis 2005 et tout le monde me connaît sur les inondations. Mais parce que d'après, quand le ministre de l'Intérieur était sur les lieux pour visiter la banlieue, mais moi-même, je l'ai expliqué que le problème des inondations, c'est un phénomène naturel qui n'épargne personne. Mais nous, en tant qu'acteurs, en tant que citoyens, notre devoir, c'est accompagner l'État, parce qu'entre les populations, on a intérêt à travailler dans une dynamique unitaire. Mais en tant qu'acteur, je suis partout au niveau de la commune de Diamaguène-Sicamba, sur les 79 quartiers de la commune, il y a 63 qui sont inondés. Mais à chaque fois, les grandes artères, à Talimam Diara et à Talikaro, à Samsam 3, à quartier Abdoulaye, à Djaksao, les familles souffrent, les familles pataugent, sont toujours dans l'emprise de l'eau. Le gouverneur a fait une visite récemment au niveau de Kermassar. Mais quand tu déclasses un plan Orsec, même je me suis rapproché, il y a plus de 5 motopompes qui sont à Diamaguène-Sicamba qui ne fonctionnent pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi? Non, parce qu'il y a faute de moi. Quand je suis approché vers les autorités qui se chargent de ça, ils m'ont dit que vraiment, ils ont des problèmes de moyens. Mais moi, je me suis dit, quand on déclenche quelque chose, un plan Orsec national, c'est un plan de secours, d'organisation de secours. Mais si on nous dit que... Quand vous dites moyen, c'est le carburant, c'est ça? Non, le carburant, le tuyau, comme l'a dit tout à l'heure le colonel Ange-Michel Diatta, c'est un problème de déversoir. Mais nous, dans la commune de Diamaguène-Sicamba, nous, on déverse dans l'autoroute à péage. N'est-ce pas? C'est vrai que ça... Mais si on a déclenché le plan, on doit mettre des moyens pour au moins soulager les populations. Parce que c'est vrai que le problème, ce n'est pas le pompage. C'est un problème actuellement, un problème récurrent chaque année, au niveau du département de Pikine, au niveau de la commune de Diamaguène-Sicamba, jusqu'à présent, c'est du pompage. Et pour vous, c'est quoi la solution? La solution, c'est éradiquer ce fléau définitivement. Comment faire des canalisations. Avant l'hivernage, écrêtage des bassins. C'est ça la réalité. Quand tu vas à Lac Mouy ou à Lac Tourou, il y a des qui ne marchent pas actuellement. Donc, quand tu vas à Unité 15 à Kermassar, les gens sont actuellement dans les eaux. C'est des vérifications que je vous dis de le faire. Parce que moi, j'étais à Kermassar, mais la situation est encore là. Il faut que l'État doit mettre des moyens. Parce que quand ils déclenchent le plan Orsec en grande pompe, il faut mettre des moyens. Les populations sont en train de cotiser pour acheter du carburant. Et ça, c'est pas normal. On parle d'un pays de l'émergence.
Moi, je ne peux pas comprendre. Le président de la République a dit qu'on doit faire une audit sur la situation des ouvrages de l'inondation. Mais ça, le programme décennal, c'est tout. Actuellement, nous sommes sur les 7 années. Mais si le président a dit qu'il faut qu'on fait une audit sur la situation des inondations, ça montre qu'on part vers une échec. Et ça, c'est pas normal. Donc, moi, les autorités restent dans leur bureau et ne descendent pas sur le terrain de voir réellement ce qui se passe. On vous a bien compris. C'est quelque chose que nous dénonçons, nous, les populations. Merci beaucoup. Le plan Orsec n'a pas sa raison d'être. Merci. Parce que c'est un plan Orsec communal. Merci beaucoup. Merci à vous, Abdou Samad Diouf. On vous a bien compris. Merci au lieutenant-colonel Ange-Michel Diatta. Merci d'avoir participé à ce point de vue. À 12h45, c'est la fin de cette édition du Grand Journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer, à vous la présenter. Coordination El Hadj Ndiogou Diène, mise en onde Alioune Ba. Dans quelques petites minutes, le Grand Journal en Wolof avec El Hadj Ndiogou Diène. D'ici là, Allo Présidence avec Koutia et compagnie. Excellente suite des programmes sur la RFM. Très bon après-midi. Au revoir.